Je saluerai donc les différents représentants et le club des Berrichons qui sont là en force, quelques bourguignons représentants des terres de vignobles et mes chers amis parisiens. Alors donc cette étude se situe dans le cadre des présentations ayant un aspect particulier sur l'histoire de la médecine, et cette période médiévale est charnière et touche directement à la fonction du moine médecin et de son activité de chirurgien. Alors, le titre, vous le connaissez, et donc à cette période, ces hommes ont eu de grands défis à relever et parfois au péril de leur vie. Nous allons vous faire partager cette belle histoire en vous faisant voyager dans les abbayes bourguignonnes et européennes de Childebert Ier à Louis XII. Voilà le repérage chronologique. Donc vous avez les périodes du Moyen-Âge avec le Haut Moyen-Âge. Comme repère, on a Saint-Benoît de Nursie et puis l'abbaye de Cluny en 910, 1098 Cîteaux et 1350. Et donc notre exposé sera composé de 4 parties. Donc la partie première jusqu'en 910 Cluny, essentiellement la médecine des moines, et peut-être la première renaissance carolingienne. La deuxième partie sera sur la partie cistercienne, l'école de Salerne et les infirmeries monastiques. Et la troisième période sera celle où il y a les grands désordres, avec notamment les pestes. Et cette troisième période s'arrêtera en 1350. La quatrième partie sera la transition avec la Renaissance. Et vous avez ici présenté le repérage chronologique des dignes représentants des 3 familles chirurgicales qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Donc M. de Guichauliac qui est donc dans cette troisième partie, et puis les descendants d'Ambroise Paré et d'Antoine de Saporta sont dans la partie de la Renaissance. Donc pas directement dans l'exposé qui nous concerne aujourd'hui. Voilà le repérage sur le plan géographique. Et donc, à cette époque, eh bien, il y avait la Méditerranée, bien sûr, et 2 repères qui sont les fleuves du Nil et du Don ou Tanaïs. Et la représentation, c'est Terrare Orbis, avec ce monde en taux, alors que progressivement, eh bien, les terres vont être découvertes. On a ici la vision vers les années 1000. En 1500, on a les découvertes sur tout ce qui s'est passé à l'ouest avec les Amériques, qui est précisé dans la première carte de l'Amérique en 1507, où on voit le petit nom America, qui est donc la découverte de ce nouveau continent. C'est une carte qui est symbolique et qui est plus tardive, en 1581, d'Heinrich Bunting, mais qui permet de voir le centre sur Jérusalem et cette vision en trèfle, qui est en fait la vision symbolique autour de la ville de Jérusalem et qui peut représenter la trifonctionnalité du Moyen-Âge de Dumézil. Quel était le but de notre recherche? Pourquoi on a essayé de savoir comment fonctionnait, qu'est-ce qu'était un moine chirurgien? C'est ça en fait qui nous avait intéressés. Eh bien, on a essayé de comprendre le savoir médical, comment il arrivait jusqu'au fin fond, au cœur d'une abbaye au XIIe siècle. Comment étaient fabriqués les instruments de chirurgie? Que savait le moine médecin? Et puis, est-ce qu'il y a encore des plantes actives, avec des principes actifs, qui avaient été utilisés à cette période? Eh bien, les axes de recherche ont été dans les 3 domaines. Tout d'abord de l'archéologie. Par rapport aux données archéologiques habituelles, on a essayé d'identifier des abbayes qui étaient passées du catholicisme au culte protestant, donc qui n'avaient pas subi les effets de la Révolution, et qui étaient devenus des musées ou des lieux protégés. Donc là, on s'éloignera un petit peu de la France pour les trouver. Le deuxième élément de recherche, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une meilleure conservation dans les pays où il y avait essentiellement de la tourbe par rapport au calcaire qui était acide, et donc la conservation était meilleure à cet endroit. Dans le domaine des écrits, eh bien, on a recherché les bibliothèques des abbayes où il y avait les manuscrits qui n'étaient pas dans les bibliothèques des universités. On a essayé de valider certains éléments
des données de l'histoire locale et des traditions orales. Et puis, eh bien, on a profité, et c'est ce que vous allez découvrir, les différents progrès dans l'imagerie médicale et surtout dans le domaine des empreintes génétiques qui permet d'identifier à coup sûr les pathologies de cette époque concernant les décès et puis bien sûr les données de la pharmacologie qui vont permettre de préciser un certain nombre d'éléments. Voilà un petit peu les 4 points qui ont permis de faire évoluer ces recherches. Alors la première partie, donc, c'est la partie de médecine monastique au Moyen-Âge, donc dite la médecine des simples, à cause de l'utilisation des différentes plantes. Comment étaient situés et où se situaient les soins médicaux? Et à cette époque mérovingienne, il y a en Gaule, comme en Italie, 4 millions d'âmes. Bon, les campagnes sont désertiques, les chemins sont peu sûrs, et il y a les premiers sièges épiscopaux qui sont fondés, et notamment Saint-Germain évêque d'Auxerre, avec la date de décès en 448, et Grégoire de Tours, qui avait des attaches bourguignonnes. Et on a retrouvé une trace de ce fameux xénodocium, c'est-à-dire une maison des étrangers et des pauvres. Il n'y avait pas de grands soins, c'était une médecine pour les pèlerins, pour les différentes... Et donc à cet endroit, à Autun, il y a dans l'enceinte des bâtiments ecclésiastiques, qui pouvaient être également dans d'autres endroits, dépendant de l'archevêché ou d'une cathédrale. Donc le premier bâtiment est de petite taille sur des soins sommaires à cette époque, donc du début du Moyen-Âge. Un petit peu plus tard, on va avoir la construction d'abbayes. Xénodocium à une abbaye. Pourquoi et comment se construit une abbaye? Eh bien, il y a plusieurs types de figures. Il peut y avoir un ermite avec des regroupements de moines, et d'autre part, il y a aussi une fondation par un seigneur laïque qui fait don de ses terres, et à ce moment-là, il y a la création de cette abbaye sur un père fondateur ou un établissement qui est modifié d'un prieuré ou d'une celle qui est dépendante. Donc voilà les origines possibles. Alors nous avons la chance dans Lyon à Auxerre d'avoir l'abbaye de Saint-Germain avec des fresques et une crypte, et donc une école cathédrale qui était active, et on se rend compte des échanges importants qui existaient déjà à cette époque concernant non seulement les manuscrits, mais les enseignants et les moines. Et vous avez ici le repère de Bavière, Saint-Gall, donc en Alémanie, en dehors des autres pays de Francie orientale. Et là, c'est la vue cavalière de l'abbaye de Lorch, où on se rend compte qu'il y a une porte qui est importante, qui est assez structurée, avec des éléments qui sont un petit peu costauds et massifs. Voilà un petit peu ces abbayes bénédictines à cette période, vers les années 800. L'infirmerie monastique. Le plan type, c'est celui de Saint-Gall. C'est celui de Saint-Gall, ça c'est l'original qui a été reproduit, et ça c'est l'interprétation. Alors, comment se repérer? Vous avez l'abbatiale, et puis ici vous avez la clôture monastique avec le cloître. Et les éléments qui vont nous intéresser, la porte est ici, et ici c'est la partie bleue de l'infirmerie. Donc elle est située à l'est, avec, selon la position de la rivière, la partie plus au nord ou la partie plus au sud. Elle est toujours à l'est, souvent, plus souvent. Vous avez également les activités agricoles, et ici la partie qui est en vert, qui correspond au verger et au potager, avec également le cimetière au milieu. Donc voilà le repérage, et on reverra tout à l'heure le scriptorium et l'armorium qui sont situés dans cette partie. Donc voilà les éléments qui sont importants dans le repérage. Et c'était au niveau du cloître que se faisaient les échanges dans les différents moines au niveau de cette abbaye. Alors,
qu'est-ce qu'il y avait dans une bibliothèque d'une infirmerie monastique ou d'un monastère? Eh bien, c'est la période de Münchmédecine, qui est donc à partir des années 700, c'est le début de l'essor de la médecine monastique. Et on a bien sûr des manuscrits médicaux, les arbolaires, les traités de botanique, les pharmacopées, et dans les petites abbayes, il n'y avait pas de grande bibliothèque. Là, c'est une image d'un film que vous connaissez, et toutes n'avaient pas ce type de bibliothèque. Ça pouvait être uniquement une petite armoire, ce qui est représenté ici. Et vous avez ici la position du scriptorium et de l'armorium. Quels étaient les auteurs célèbres à cette période? Eh bien, c'est Cassiodore en Italie, Isidore de Séville en Espagne, et puis Bède le Vénérable en Angleterre. Les médecins célèbres, eh bien, Alexandre de Tralles et Paul d'Égine. Voilà deux références. Et comme livre et comme œuvre, on a sélectionné les deux récepteurs de l'abbaye de Saint-Gall, et puis Hortulus de Walafrid Strabon, et puis le De Rerum Naturis de Rabat de More. Voilà un petit peu comment étaient situés ces manuscrits. L'exemple que vous voyez, c'est de Saint Isidore. On l'a choisi parce qu'il a écrit donc le fameux livre des étymologies, parce qu'il y en a eu plusieurs, et qui a servi de saint patron, c'est assez récent, des informaticiens et des internautes. Donc ils ont choisi un saint, après une enquête au niveau du Vatican, quel était celui qui pouvait le mieux paraître. Eh bien, en raison de ces travaux qui peut-être ressemblent à des algorithmes, où, eh bien, il a été sélectionné, et par le terme technique des tris, qui préfiguraient les interventions futures du classement alphabétique et de la notion de l'index. Et alors, il a quand même représenté dans les étymologies, ce qui n'est pas fréquent, le médecin en mettant Apollo Medicus. On voit déjà un petit peu le médecin de l'époque, était très bien considéré, considéré un époque comme un savant à cette époque. Voilà, Rabanus Maurus, évêque de Mayence. La particularité, ce sont ces manuscrits avec en même temps des images et du texte, qui s'était inspiré d'Isidore de Séville et qui lui aussi est considéré comme un encyclopédiste jusqu'au XIIIe siècle. D'où venait le savoir? Au fin fond d'une abbaye cistercienne au 8e, 9e siècle. Eh bien, regardez bien cette image, sur le plan historique, elle n'est pas possible. Elle est symbolique, parce qu'il y a Galien, il y a Avicenne le Perse et Hippocrate le Grec qui n'ont pas vécu aux mêmes années. Donc c'était uniquement pour dire que c'était une association et une utilisation des différents savoirs des différentes civilisations. Alors, la médecine traditionnelle ancestrale et orale, bien sûr, l'importance de la médecine gréco-latine et byzantine, les pères grecs et les premiers établissements de soins, et puis les connaissances venant de l'ouest de l'actuelle Europe, qui sont d'origine celtique et druidique, et qui sont venues par Saint Colomban, et Gall était un de ses disciples. L'événement fondamental dans la Méditerranée à cette période va être l'incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et les lettrés qui venaient, pour certains, de Byzance, vont y retourner. Également Tolède, la Perse, Gandhijapur et les bords de l'Indus. Vous avez un médecin particulier qui est donc Joannitus, qui était un médecin arabe de religion chrétienne nestorienne et qui a pensé déjà aux étudiants en médecine, puisqu'il a écrit le livre des questions sur la médecine pour les débutants. Vous voyez donc que déjà on se souciait de formation initiale des étudiants en médecine. Et puis, quand il y a eu également l'incendie de la bibliothèque en Perse, eh bien, s'est développé à ce moment-là, à Bagdad, la maison de la sagesse. Voilà un petit peu les mouvements qui ont été à cette période autour de la Méditerranée.
Vous avez là le fameux manuscrit 420 de Laon. C'est considéré comme un des premiers documents médicaux d'histoire médiévale. Alors, l'écriture, c'est une écriture caroline. La particularité, c'est qu'il y a eu 3 générations de médecins qui ont mis leurs petites annotations. C'est ça une des particularités. C'est qu'ils ont interprété et annoté. Alors, c'est une recette diurétique, bon, dans lequel il y a un peu de miel, un peu de persil, un peu de saxifrage. Bon. Voilà ce document qui fait référence et qui vient d'une abbaye. Et la date, c'est environ fin du 8e, début du 9e. Une autre question, c'est pourquoi le moine chrétien soignait? Est-ce que le molla soigne? La réponse est non. Est-ce que le moine tibétain soigne? Oui. Bon, les principes des soins médicaux à cette époque-là reposent sur les 2 principes de l'hospitalité monastique. Et ces principes sont les textes de Matthieu, qui sont donc présentés ici avec l'image d'un livre d'heures qui montre le Christ en tant que médecin soignant. Donc c'est une très belle iconographie. Et le 2e principe de cette hospitalité monastique, c'est le fait de la règle de saint Benoît de Nursie, donc au Mont Cassin en Italie, qui a renforcé et qui a indiqué de manière très précise le devoir des moines concernant la prise en charge médicale des patients. Ces données de soins ont été renforcées par les applications des décisions des Carolingiens. Alors, dans le capitulaire de Vilis, il y a eu des observations qui ont été faites. En effet, c'est une liste de plantes, mais qui reprend beaucoup certaines plantes du temps des Romains, qui étaient plus anciennes. Et il y a également le fait qu'il y a des plantes qui ne pourraient pas pousser dans le nord de l'Europe. Donc ça, c'était une des particularités. Tout ne repose pas sur le capitulaire de Vilis. Ça a renforcé, mais ce n'est pas le point fondamental, mais il fallait le citer. Par contre, il y a eu la création par les Carolingiens des écoles, où là, la botanique et la phytothérapie étaient enseignées. Ça, c'est sûr. À cette époque-là, il n'y avait que les moines, surtout bénédictins, qui soignaient, et l'enseignement des plantes va être ouvert dans le cadre de ces écoles dépendant des Carolingiens. Et ça va renforcer les idées qui avaient été données et les pratiques de culture irlandaise et anglo-saxonne. Et ce qui va un petit peu bien organiser, c'est Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, parce que lui, il va imposer par des synodes la règle bénédictine réformée de Benoît d'Agnan dans les communautés monastiques. C'est lui qui va imposer, et du coup ça sera appliqué, et il y aura bien la prise en charge selon ses recommandations. Et vous avez ici la représentation de Charlemagne, et quand vous allez à la faculté rue des Saints-Pères, vous avez sur l'entrée de l'université un certain nombre de petites représentations architecturales où vous avez l'évolution chronologique de la médecine. Alors, maintenant, on va voir comment on soignait un malade. Quels étaient le raisonnement? Évidemment, il n'avait pas de scanner, il ne connaissait pas les microbes, il ne connaissait pas les pathologies, et il ne soignait que les symptômes. Bon. Donc l'élément, c'est l'évolution entre le microcosme et le macrocosme. Donc dans le macrocosme, c'est-à-dire notre environnement, eh bien, il y a la composition de l'univers avec un certain nombre de rayonnements, les poussières d'étoiles, etc. Le deuxième élément fondamental, c'est les saisons et les cycles lunaires. Et le troisième élément qui rend dépendant, c'est malheureusement ou heureusement, la programmation physiologique naturelle. Et là, je vous laisse découvrir cette imagerie sur l'évolution des différentes maladies d'évolution. À l'intérieur du corps, c'est donc le microcosme.
quels sont les éléments? Les éléments fondamentaux, ce sont les 4 liquides. Les 4 liquides que vous connaissez, vous avez la bile, qui est donc le fameux liquide jaune, le sang, qui est le liquide rouge, le liquide incolore, qui est le liquide céphalorachidien autour du cerveau et des racines nerveuses, et puis celui qui est moins connu, qui est celui du sang noir, qui est celui du sang de la rate. Alors vous retrouvez les composants de la Terre avec les 4 éléments et surtout les 4 tempéraments qui sont la réunion et les conséquences de ces influences entre le microcosme et le macrocosme. Vous retrouvez le tempérament mélancolique, le tempérament colérique, l'optimisme et le flegmatique. Évidemment, c'est stigmatisé. On a peut-être un peu de chaque pour les éléments d'individu. Et le médecin moine, lui, qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise que ce qui est sorti de l'extérieur. Donc, il ne peut utiliser que les urines. Et c'est pour ça qu'on va appeler le médecin le mire, parce qu'il regardait les urines par transparence. Et vous avez des tableaux savants qui, en fonction des différentes pathologies qu'on connaît, par exemple dans une hépatite, quand on a une hépatite grave, les urines sont jaunes. Bon. Donc on a un certain nombre de dosages, de tables de comparaison colorimétriques qui permettaient d'avoir à cette époque-là une idée de ce qui se passait à l'intérieur. Donc vous verrez, donc ça c'est une très belle reproduction du moine médecin qui mire les urines pour essayer, non pas de faire un diagnostic, mais de soigner un symptôme. Alors, maintenant que les symptômes étaient déclarés, qu'on était pris en charge, qu'est-ce qu'on pouvait utiliser comme plante? Eh bien, il y avait les plantes du fameux jardin des simples. Et ce jardin était très structuré. C'était un jardin qui était clos, qui était sous la surveillance de l'infirmier, avec une répartition qui était à peu près identique dans les différents monastères. Bon, alors vous retrouvez certaines plantes, la sauge, la rose, la sarriette, la menthe, le fenugrec, le romarin, et vous voyez donc. Alors, à titre d'exemple, eh bien, on a pris comment traiter à cette époque-là une infection urinaire ou un trouble urinaire. Eh bien, on faisait une association entre le fenouil doux, le sureau noir, le griotier et le solidage. Dans les troubles intestinaux, il y en avait beaucoup, les coliques, pour les infections intestinales, eh bien, on associait de l'angélique, de la menthe, de la verveine et de la marjolaine. Donc, ils ne connaissaient pas les principes actifs, mais ils s'étaient rendus compte que c'était efficace. Voilà le traitement par les simples. Donc, simple, c'est le fait qu'on traitait un symptôme pour une plante donnée. Alors, est-ce que les plantes sont toujours actives? Eh bien, on a un petit peu fait des recherches et si vous passez dans cette région de Milly-la-Forêt, il y a une menthe poivrée qui est clonée, qui est identique depuis le Xe siècle, dans un conservatoire national des plantes à parfum, médicinales, aromatiques et industrielles. C'est donc tout un programme et vous avez énormément de plantes et en plus c'est très bien expliqué. Alors, l'Iptis crenata, ça c'est une menthe qui a des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques, qui est en cours de développement pour les pays, notamment à New Delhi, avec des propriétés qui sont maintenant reconnues. Et le prix Lasker, qui est quand même juste en dessous du prix Nobel, a été donné récemment au docteur Yu Tu parce qu'elle a découvert dans l'armoise, l'absinthe, un des principes actifs qui est l'artémisine et qui est donc utile dans le paludisme. Donc ça, c'était un premier point. Et le deuxième point, c'est on dit pourquoi ne pas associer un antipaludéen de synthèse avec un élément végétal de phytothérapie? Eh bien, ça marche. Ça, c'est tout récent. Et on obtient, en associant artémisine, piperakine, un taux de guérison qui est supérieur à 95%.
et qui a moins d'effets secondaires que les antipaludéens normaux. Donc c'est peut-être une des voies des thérapeutiques médicamenteuses actuelles, ça serait d'associer les médicaments d'origine synthétique avec certains produits végétaux. Alors, dans certains livres, vous verrez les notions de graines potions et d'arbres médicaments. Alors, vous avez reconnu le pavot, ce n'est pas la graine du pavot qui est efficace, c'est le latex. C'est donc l'effet somnifère et calmant et qui a été rapporté lors des croisades. Bon, là, vous avez reconnu les graines de... Qu'est-ce qui c'est? Petite question de quiz à la salle. Au milieu, la rhubarbe. Ce sont les graines de fleurs de rhubarbe quand elles montent à graines. Bon. Et ça a des propriétés laxatives et antiseptiques. Bon, je pense que vous avez reconnu l'arbre aussi qui est là, dans les zones humides, le saule. Voilà, bravo. Donc, ils avaient repéré qu'en faisant bouillir l'écorce, il y avait un effet qui soulageait et qui avait l'effet anti-inflammatoire, ils ne pouvaient pas le dire, mais ça soulageait les douleurs des gens qui avaient des rhumatismes. Voilà comment ils ont découvert, et c'est la notion de graines potions et d'arbres médicaments qui est intéressante. Et c'est également pour les arbres d'eucalyptus ou ce qui reste un petit peu de forêt primitive dans l'île de Madère. Alors, on a vu les plantes, on a vu les graines et les arbres, est-ce suffisant? Ben non, en Bourgogne, non. Il y a la vigne et le vin. Bon. Vous voyez que le vin était apprécié, qu'il pouvait soigner les malades, il y en avait deux dans le même lit, mais c'était la potion de vin, et c'est leur esprit d'observation, de comparaison, de recherche et de classification et de dégustation qui ont permis d'identifier. Si vous prenez la route entre Dijon et Beaune, est-ce que vous accepteriez du vin venant du côté gauche de la route? Ben non. Vous aimeriez mieux ceux qui est sur la rive droite où il y a le Clos Vougeot. Bon. Pourquoi cette classification de Bourgogne n'a jamais été remise en cause? Ben parce qu'ils avaient sélectionné les bons cépages de départ. Et nous, on pense que, et ça a été confirmé, c'est que c'est leur esprit d'observation, de comparaison, qui se sont intégrés dans l'étude des plantes médicinales, dans en même temps les autres progrès agronomiques, qui soient dans les céréales, les produits agricoles, les progrès forestiers. Et évidemment que maintenant, le vin reste une thérapeutique avec le fameux paradoxe français. Voilà un petit peu l'évolution de cette utilisation du vin qui est encore d'actualité. Voilà, ça va être la fin de la première partie, c'est-à-dire l'abbaye bénédictine de Cluny. Et vous voyez qu'à cette époque-là, les médecins avaient obligatoirement une épreuve de botanique. Voilà, un enseignant qui fait passer un examen de botanique pour devenir médecin. Deuxième partie, c'est l'âge d'or. Vous avez reconnu Cîteaux, vous avez reconnu les vignes ici, il n'y a pas encore le Clos Vougeot. Et donc, on a cherché à savoir, avant l'infirmerie monastique, qu'est-ce qui se passait avant de créer et de pouvoir exercer la chirurgie dans une infirmerie monastique? Eh bien, cette gravure peut représenter ce que pouvait être une vallée avant la construction d'une abbaye. Ce qui était fondamental, c'était les adductions d'eau. Les belles abbayes que vous connaissez en pierre, eh bien, souvent, il y avait une première partie avec des bâtiments en bois. Et souvent, ce premier point, ce premier lieu n'était pas le bon. Il pouvait y avoir un déplacement. Ça s'est effectué à Cîteaux, ça s'est effectué aussi également à Villefranche. Donc, on a des bâtiments temporaires. Alors, ici, vous avez la particularité d'une abbaye, d'une infirmerie, dans laquelle ils ont dévié ou fait passer une partie de la rivière pour pouvoir assurer l'élimination des effluents. Et ça, c'est fondamental. Il y avait toujours de l'eau
qui passaient proche de l'infirmerie. Et il y a des études qui ont été faites concernant les différents circuits hydrauliques à l'intérieur des abbayes actuelles, ou du moins ce qu'il en reste, et ces progrès de l'hydraulique n'ont été possibles que parce qu'ils maîtrisaient la technique des terres cuites avec les tuiles, mais surtout les canalisations. Et ils n'ont pu réaliser ça que parce qu'ils maîtrisaient les canalisations. Alors voilà ce que peut donner, ça c'est Mollbraun en Allemagne, voilà ce que peut donner des endroits où on retrouve dans la forêt actuelle des travaux anciens pour pouvoir obtenir la manière de dériver les cours d'eau. Et il y avait dans certaines abbayes une fontaine minérale, et on a retrouvé récemment celle des abbayes des Écharlis, qui était célèbre sous Louis VI le Gros, et qui est en fait, pour ceux qui connaissent les lieux, dans la ferme d'en bas, où se situaient les moulins. Et il y a eu une thèse qui a été effectuée sur le produit d'hydrogène sulfuré à Paris en 1649 sur les propriétés de cette eau minérale et qui a été confirmée plus tard par les études du baron Thénard. Donc, est-ce que notre moine chirurgien, avant qu'il soit dans son infirmerie, il avait du travail? Il avait du travail parce qu'il était d'abord traumatologue. Il faut déplacer les pierres, il faut couper beaucoup d'arbres, et vous avez ici ce très beau manuscrit où on voit le travail dans les forêts. Ici, vous imaginez comment on pouvait construire l'abbaye avec une structure en bois avant que les voûtes soient fermées. Vous pouvez imaginer qu'il y avait des chutes d'échafaudage, qu'il y avait des brûlures par le plomb en fusion, qu'il y avait des fractures et qu'il y avait des luxations. Donc le moine médecin, il travaillait déjà comme traumatologue avant que l'infirmerie monastique soit développée. Quel était le plan d'une abbaye monastique, d'une infirmerie? Eh bien, en fait, il y a un petit cloître, il y a le chauffoir, le jardin médicinal est tout près, il y a un cabinet du médecin et de l'apothicaire et la fameuse maison des saignées et des lavements. Il y avait une cuisine et il y avait une petite chapelle. Donc et dans certaines grandes abbayes, comme à Ouscan, il pouvait y avoir jusqu'à la possibilité de recevoir 100 personnes. Bon, toutes les abbayes n'étaient pas aussi importantes. Alors, comment fonctionne une infirmerie monastique? Eh bien, c'est le moine infirmier qui est le chef. Il dépend directement du père abbé. Et il a un rôle fondamental, c'est qu'il détecte les malades, les vrais, les faux, et en fait les mourants. Il faut pas de mort subite pour qu'il puisse recevoir les sacrements. Deuxième mode de raisonnement, s'il n'est pas mourant, est-ce qu'il est infectieux? Et ça, on retrouve les principes d'Hippocrate. S'il est infectieux, on le sort de l'abbaye. On va le mettre dans une léproserie, on ne laisse pas la contamination s'installer dans l'infirmerie. Et après, simplement, s'il n'est pas mourant et qu'il n'est pas infecté, on va pouvoir le soigner. Alors, ceux qui ont considéré dans le groupe des malades graves, alités et impotents, eh bien, ils vont avoir un aménagement de la règle, une alimentation adaptée. Alors, à cette deuxième partie, toujours le même raisonnement, quel était le savoir? Eh bien, c'est l'époque de la deuxième partie de Salerne, qui est la bonne période, avec historiquement 4 fondateurs, le juif Hellénus, le grec Pontus, le romain Salernus et le sarrasin Adela. En fait, c'est vraiment ce moment-là la confrontation des savoirs. Et on les a classés par ordre chronologique et non alphabétique, ce qui fait que dans les noms en francisation, vous avez Rhazès, Alboucassis, Avicenne, Averroès et Mémodide. C'est l'époque de Constantin l'Africain, qui est arrivé à Salerne en 1077, et puis Gérard de Crémone. Les œuvres de référence à cette période, c'est le régime sanitaire et puis le Liber Pantagini, qui est en bas. L'école de Montpellier. L'école de Montpellier, c'est aussi la référence à cette époque. La création, c'est 1150, avec le rôle important des savants de la péninsule ibérique. La fondation d'université, je l'ai mis là, qui n'est pas dans cette deuxième partie, qui est un petit peu plus tardive.
Et vous avez ici la bulle concernant la création de l'Université de Montpellier. Alors, on a retrouvé dans une bibliothèque américaine, dépendant du Massachusetts, à Boston, l'exemple, tout le monde parle des traductions. On a cherché de savoir comment ils avaient fait. Et voilà un exemple pour le mot en latin. Vous avez l'écriture en grec, vous avez l'écriture en hébraïque et vous avez l'écriture en arabe. Et c'est donc ce travail qui a été fait sur l'étude, comment ils ont traduit les textes et comment avait été fait leur raisonnement. Quelle était la particularité de cette médecine en abbaye monastique à cette époque-là cistercienne? Eh bien, ce qui va caractériser, c'est la triple prise en charge. Ça va être la prise en charge spirituelle, matérielle et sanitaire. Et donc, on retrouve les textes de saint Matthieu avec, dans la prise en charge spirituelle, la prière et la règle, le renforcement, les pèlerinages, les dévotions, et dans la partie matérielle, l'amélioration des conditions de vie et les apports alimentaires. Et maintenant, on va s'intéresser à la partie sanitaire. Alors, l'exemple de cette prise en charge, cette triple prise en charge, c'est bien sûr Hildegarde. Alors, Hildegarde, on la voit ici en train de mirer les urines, et elle s'est appuyée sur les traditions d'Hippocrate et de Galien. Bon, elle a soigné et guéri par les plantes, et on a retrouvé, ça c'est la vue actuelle, ça c'était les gravures donc, de cet endroit, et ça c'est une reconstitution en image 3 dimensions qui vient d'être effectuée sur ce qui pourrait représenter le visage de Hildegarde. La reconstitution, et vous voyez aussi qu'à ce moment-là, les manuscrits que vous voyez ici voyagent beaucoup. Ils sont déjà promenés dans toute l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est les sources, en sachant qu'il y en a une partie des œuvres qui était codée. On n'a pas réussi tout de suite à pouvoir les lire. L'explication, c'est qu'il y avait un codage. Et le codage, voilà comment elle décrivait la noix de muscade, dont la traduction est ici. Ça, c'est son langage secret, Muzimia, en latin, en anglais et en français. Donc il y a toute une partie de son œuvre qui n'a pas été traduite tout de suite, parce qu'il n'y avait pas les clés pour pouvoir convertir et traduire. Qu'est-ce qu'on faisait dans une infirmerie monastique? Alors il faut bien différencier la saignée spirituelle à visée spirituelle de la saignée à visée thérapeutique. Vous avez donc la minutio, c'est-à-dire que c'est le but recherché pour entraîner un état qui permette une méditation et faire pénitence, mais on ne saignait pas tout le monde en même temps, à cause des questions de travail en équipe pour les différents travaux. C'était programmé 4 fois par an, et c'était effectué après dans le chauffoir. On faisait une phlébotomie à la lancette jusqu'à l'évanouissement. Alors ça, c'est un peu un scoop. C'est un peu le scoop du jour. Pourquoi? Ça va intéresser les chirurgiens. Ça, c'est l'image que vous voyez actuellement sur Internet de disponible, en disant les instruments monastiques au Moyen-Âge, c'est ça. Très bien. D'où ça vient? C'est cité abbaye de Aume. Alors Aume, c'est au Danemark, mais personne n'avait trouvé la source, c'est-à-dire la référence de ces instruments de Aume. Alors nous avons, grâce au professeur Mornay, qui est spécialiste d'histoire médiévale à Sorbonne, qui parle le danois, pu avoir un entretien, des connexions avec la conservatrice du musée de Aume, qui est Lene Mollerup, et qui nous a confirmé qu'il n'y avait comme petite lancette que ces 3 instruments. Ces 2 instruments-là, ce sont des petits outils de serrurerie. Donc c'est pas médical. On lui a dit, mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je présente ça aujourd'hui? C'est pas assez beau. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me faire une photo numérique? Elle m'a dit oui. Donc voilà, vous avez ici une petite lancette qui était faite pour aller dans des petites régions. Et celle-là, c'était une lancette qui était plus grande, avec un manche,
Et ici, les surfaces, alors évidemment que vu le temps de conservation dans le sol, il n'y a plus de coupant, il n'y a plus de tranchant. Mais voilà ce qu'était une lancette qui a été retrouvée dans le site de l'abbaye de Haume, proche de l'infirmerie. Les autres traitements, eh bien, il y avait les usages internes, les soins externes, les bains médicinaux, et la référence à cette époque-là dans le traitement des plaies, c'est Hugues de Luc, qui était chirurgien de Bologne, et son élève Théodoric. Et là, on va commencer à déterger les plaies, non plus avec du vin qui entraînait une fermentation, mais avec du vinaigre. Petit clin d'œil aux orthopédistes ici présents, le moine orthopédiste et traumatologue. Eh bien oui, il fallait réduire les luxations de doigts ou de poignets, il fallait réduire les luxations ou les atteintes de fractures de fémur. Vous avez ici un traitement des plaies, et puis là, vous avez, et ça m'a été confié par les gens de Lyon, l'université de Lyon, un calvicieux, c'est-à-dire une consolidation d'un fémur avec un raccourcissement et une rotation. Donc, est-ce que ce malade pouvait marcher? La réponse est oui. Est-ce que celui-là pouvait marcher? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pseudarthrose, c'est-à-dire que ce n'était pas soudé dans les deux pièces osseuses. Donc ça, ce sont des os qui datent du XIIe siècle. Autres séquelles traumatiques qui ont été retrouvées, qui ont été datées, vous avez un éclatement du plateau tibial, vous avez la nature qui a fusionné deux vertèbres, donc là on peut considérer qu'il devait pouvoir marcher et se déplacer. Ici vous avez la fusion osseuse. Alors par contre ici, il y a une fracture du pédicule, là il est vraisemblable qu'il y avait une atteinte médulaire et qu'il n'y a pas eu de survie après. Les calvicieux du poignet, ben vous avez une consolidation avec un déplacement, mais il y a quand même eu une consolidation. Donc de la traumatologie dans ce travail. Alors ça c'est aussi intéressant. C'est que au musée actuel de Bingen, il y a l'exposition d'un certain nombre d'outils de chirurgie et d'un chirurgien d'une légion romaine. Alors, voilà ce qui a été trouvé, et cet petit instrument permet de faire les fameux trous dans la boîte crânienne. Mais voilà comment il l'utilisait, et à cette époque-là, il n'y a pas de vilebrequin. Les vilebrequins, c'est Ambroise Paré. Donc ils utilisaient en le vissant et en le tournant les pénétrations osseuses. Alors, une des questions, est-ce que Hildegarde pouvait savoir qu'il y avait enterré dans la tourbe très profond, et est-ce qu'elle a eu connaissance de ces instruments de chirurgie de la Légion romaine? Je vous laisse réfléchir. Il est vraisemblable que non, sauf la tradition orale. Mais ça, on n'a aucune trace et on ne peut pas avancer jusque-là. Donc il n'y a pas d'hypothèse dans ce sens. Ce qui est certain, c'est que c'était découvert à cet endroit-là. Alors, quelles étaient dans cette deuxième partie? Et on a choisi deux pathologies, une que vous connaissez bien, qui est le mal des ardents, l'ergotisme ou l'ergot de seigle, avec le principe actif qui est identique dans les alcaloïdes avec le LSD, ce qui explique les formes hallucinatoires qui ont été décrites dans un tableau qui est bien sûr postérieur de Jérôme Bosch. La deuxième forme, c'était les douleurs importantes dues à cette intoxication, avec les fameuses douleurs et tentations de Saint-Antoine. Et puis la troisième forme, qui était chirurgicale, qui était une gangrène dite sèche, qui n'est peut-être pas le terme approprié, mais qui entraînait la nécessité d'une amputation. Et il y a eu un ordre monastique qui s'est spécialisé dans le traitement de ces épidémies, ce sont les hospitaliers de Saint-Antoine. Et eux, ils maîtrisaient les tisanes antalgiques, donc ils mélangeaient, ils associaient l'acacia, le coriandre, les racines de mandragore. Ils maîtrisaient la technique d'amputation, et on voit une reconstitution, ça c'est pas un outil d'origine, avec, et vous voyez la particularité, c'est qu'il n'y a pas de manche. Donc c'est d'un maniement très difficile. Et ils maîtrisaient également les baumes cicatrisants qui ont été des secrets pendant très longtemps pour pouvoir faire
soigner, cicatriser ces moyens d'amputation. Et on voit dans un tableau plus tardif un certain nombre d'amputations qui étaient vraisemblablement secondaires à ces épidémies toxiques d'ergotisme. La deuxième pathologie de cette époque, eh bien, ce sont les maladies de lèpre et les maladies voisines ou assimilées, avec le tropisme dermatologique et neurologique. Et à partir du moment où le diagnostic de lèpre était fait, eh bien, c'était l'exclusion sociale. Et on retrouve l'atteinte ostéo-articulaire, on voit ici que les pieds sont déformés, et ça c'est le musée naval de la marine où on retrouve un squelette avec une atteinte osseuse et des amputations partielles. Et dans l'Yonne, nous avons une petite bergère qui a vécu dans les années 1150 à 1211, qui était proche de l'abbaye cistercienne des Écharlis, et qui a eu des visions également, et qui a été l'une des premières à décrire la Terre sous forme d'une boule bleue. Et c'est le manuscrit qui est référencé concernant, écrit par le moine de l'abbaye des Écharlis, sur les écrits concernant ces visions. Et c'est à ce titre-là que, nouvelle profession également du XXe et XXIe siècle, les astronautes ont décidé de trouver une sainte protectrice et ils ont pris Sainte Alpais comme patronne des astronautes. L'évolution de ces infirmeries monastiques va se faire petit à petit avec les maisons hospitalières, les maisons Dieu, les asiles de lépreux. Et nous allons terminer cette deuxième partie. Dans la troisième partie, c'est la partie tardive de la médecine monastique, il faut que j'accélère un petit peu. Voilà, on a vu le moine médecin, on a vu le moine chirurgien, mais il reste le moine apothicaire, fondamental. L'apothicarie, donc là vous avez des pots canons hispano-mauresques, vous avez surtout ici quelque chose de fondamental pour un apothicaire, c'est une balance. La frontière entre le médicament et le poison est faible à cette époque-là. Donc il faut une balance précise. Vous avez les pilons, vous avez les mortiers et vous avez les premiers alambics. Toujours le même raisonnement par rapport aux périodes précédentes. Quel était le savoir à cette époque? L'élément fondamental, ce sont les mouvements de population vers les villes. Il va y avoir un essor des villes. Quelles vont être les conséquences? Ça va être les créations des grandes universités, Bologne, Padoue, Montpellier et Paris. Et puis, Albert le Grand, en étant francisé, qui était l'évêque de Ratisbonne et qui était le patron des savants chrétiens. Eh bien, à cette époque-là, il va y avoir une évolution fondamentale. Suite au congrès de Latran de 1215, il va y avoir un arrêt des activités de médecine, de chirurgie et d'apothicaire hors couvent. C'est-à-dire, et j'ai mis pour stigmatiser, fin d'un secteur privé des moines. Ils n'avaient plus le droit d'aller soigner en dehors des monastères. Mais par contre, il y a toujours eu de la chirurgie, de la médecine qui a continué dans l'infirmerie monastique. Et puis, du fait de l'évolution des populations, eh bien, le développement des ordres mendiants qui étaient donc en ville avec les dominicains et les franciscains. Toujours dans l'Yonne et en Bourgogne, vous avez un exemple de l'évolution entre l'infirmerie monastique et puis les premières structures hospitalières. Ce sont les hospices, avec à Tonnerre un superbe bâtiment qui date de 1292, qui pouvait recevoir 40 personnes, avec les 7 œuvres de charité, et également des structures plus modestes qui étaient dépendants des commanderies des Templiers. Quels étaient les principaux chirurgiens de l'époque? Henri de Mondeville, qui était chirurgien de Philippe le Bel. Il a écrit le fameux livre Chirurgica. C'était le grand défenseur de la désinfection des plaies et puis le méchage des plaies. Voilà un couteau d'amputation de cette époque. Et surtout, l'évolution des statuts du chirurgien va permettre la séparation entre le clerc médecin, l'apothicaire épicier et le chirurgien. Alors,
L'anesthésie, on n'en a pas beaucoup parlé. On utilisait une éponge somnifère avec de l'opium, de la jusquiame et des mandragores. Comment on réveillait les malades? Difficile. On utilisait tous les vinaigres, ceux qui étaient le plus concentrés, et c'était ça qui permettait de changer entre les effets de l'anesthésie sommaire. Protection corporatiste et religieuse. Alors ça, c'est très intéressant. Vous avez ici, et il suffit que vous leviez les yeux pour voir ce tableau dans le musée, et c'est Jean Pitard, chirurgien des Trois Rois, Saint-Louis, Philippe le Hardi et Philippe le Bel, qui a créé la confrérie de Saint-Côme et Saint-Damien. Voilà l'image qu'on nous a appris en université concernant Saint-Côme et Damien. Voilà la version romaine, avec là une petite cassette, donc, qui est donc soit le pharmacien, soit le chirurgien. Au départ, c'était le chirurgien. Et puis, les vrais. Saint-Côme et Saint-Damien étaient deux frères jumeaux égyptiens. Et voilà la version monastique de Saint-Côme et Saint-Damien. Donc chacun, en fonction des époques, a représenté Saint-Côme et Saint-Damien à sa manière, en fonction des habits et des études. Voilà un petit peu cette protection. Et on reconnaît le médecin, puisqu'il mire les urines, avec la matula. Guy de Chauliac. Guy de Chauliac, c'est le plus éminent chirurgien européen de cette troisième partie du Moyen-Âge. Vous avez ici également le tableau de M. Guy de Chauliac qui est dans la galerie au-dessus. L'œuvre fondamentale, c'est Magna Chirurgica. C'était le chirurgien des papes et il a été l'utilisateur, pour ne pas dire le découvreur, de la poulie d'extension dans la réduction des fractures. Il a décrit les opérations chirurgicales, y compris la cure des hernies et le traitement des cataractes. Et par contre, dans ce livre, il n'y a pas de dessin, il n'y a que du texte. Et on verra tout à l'heure quand les instruments ont été décrits. Alors, les pestes, eh bien c'est la grande calamité de cette période. Il y a le passage par la puce à l'homme. L'élément contaminant n'a été découvert que plus tard. Et il y a la pandémie de 1347 jusqu'à 1351, avec après des épisodes récurrents. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois formes d'épidémie: sylviatique, où ça restait dans les forêts, l'air rural et l'urbaine. Et en fait, ce qui a bouleversé, ce sont les progrès des empreintes génétiques. Actuellement, sur un squelette du XIIe de cette époque, on peut toujours trouver un petit peu de sang coagulé sous une dent, et dedans, on va arriver à trouver un peu du codage d'ADN de cet élément contaminant. Pourquoi? Parce que s'il y a eu une septicémie, c'est-à-dire une infection généralisée, il y a eu d'éléments pathogènes partout. Donc c'est ce qu'on retrouve caché sous une dent, et on peut affirmer actuellement que ce squelette est bien dû à un décès, à une peste, alors qu'avant on n'en était pas absolument sûr. Voilà les formes cliniques. Les formes cliniques, il y en a en fait trois. La forme clinique, c'est la forme septicémique. Et donc, c'est la fameuse image des trois vifs et des trois morts. C'est-à-dire qu'on mourrait d'une septicémie en quelques heures. Et il y a des écrits où quelqu'un commence à être malade en début de village, il traverse le village et il est mort avant la fin du village. Et ce qui fait que la vision des gens qui mouraient dans la rue, eh bien, a entraîné le raisonnement en disant « je vous vois vivant, mais peut-être que vous serez mort tout à l'heure ». C'est ça la traduction de cet élément. La deuxième forme, c'est la forme pulmonaire. Il n'y avait pas de survie avec la forme pulmonaire. Et les seuls qui ont survécu, c'était les formes buboniques qui étaient soignées par les chirurgiens. Le bubon, c'est un ganglion. Un ganglion, il fallait trouver le bon moment pour l'ouvrir, pour le cautériser. Et s'il n'était pas au bon moment, il y avait des hémorragies qui n'étaient pas maîtrisées. Et le principe qui restait de base, c'était le fait de partir vite dès qu'on voyait un malade qui avait la peste, d'aller loin et de revenir le plus tard possible. Donc ça a été utilisé. Et c'était l'époque, ça sera l'époque plus tardive, mais sur cette représentation des danses macabres. Alors les soins de chirurgien, on vient d'en parler, l'isolement, les onguents pour faire mûrir, la cautérisation. Voilà une reproduction
des cautérisations, des cautères. Alors le fameux vinaigre aromatique des 4 voleurs, c'est resté dans l'histoire sur les 4 voleurs, mais en fait c'était les soignants qui l'utilisaient aussi. Donc ils l'utilisaient avec une protection, un bâton pour toucher, des éléments pour purifier l'air dans le groin, et puis c'était à base de romarin, absinthe, menthe, camphre et rue. Alors ce qui est intéressant, c'est d'étudier la mortalité en fonction soit de la population générale, 30 à 40% de la population est décédée de ces épidémies. Les soignants, surmortalité, 90%. Et il y a eu un petit exemple de monastère où ils ont dit « mais non, nous on ferme tout ». Bon, ils ont eu 10%, mais ils ont été considérés comme des mauvais chrétiens. Voilà, la fin de la 3e partie. Alors, dans cette abbaye de Maulbronn, vous allez avoir, c'est une abbaye qui est fortifiée, vous avez une très belle fontaine avec des adductions d'eau et des travaux très importants qui ont été effectués. Et voilà ce qui, l'infirmerie de départ est ici, dans la partie basse. Ils ont rehaussé version extérieure, et ça c'est la version du côté du cloître. Et il y a, dans l'évolution des structures, déjà une amorce d'hôpital, mais ce n'est pas l'hôpital où on le concevait, c'est pour héberger les personnes âgées et les personnes fatiguées. Et ils ont ouvert une partie de la clôture pour pouvoir construire cet hôpital. Alors, ça c'est le must, c'est le 5 étoiles, c'est classe premium, c'est l'Hôtel-Dieu de Beaune. Alors, par contre, ici en bas, ben ça c'est plutôt les low cost. Hein, on a ici plusieurs malades par lit, on a, là ça vient de Home, bon, donc vous avez différents types d'établissements qui vont se créer à cette époque-là, avec les progrès des médicaments, avec les découvertes, et puis en chirurgie, eh bien, du fait des épidémies, il y a eu un arrêt concernant les vérifications anatomiques. Vu les risques infectieux, ils ont dit on ne fait plus d'autopsie. Bon, par contre, il y a eu un changement dans la formation des élèves et des apprentis, le déplacement et puis les statuts qui vont évoluer. Alors, qu'est-ce qui a changé cette 4e période? Ben, c'est évidemment l'imprimerie. Tout va basculer à partir du moment où les connaissances médicales vont pouvoir être exportées et diffusées. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a des œuvres qui ont été créées, écrites, imprimés et diffusés à cette époque-là, et il y a d'autres livres qui sont beaucoup plus anciens, par exemple celui-là, du 9e siècle, qui ne sera traduit, par exemple, celui-là vers 1068, en latin en 1230, et qui ne sera imprimé qu'à cette époque-là. Donc à partir du moment où il démarre l'imprimerie, il va y avoir un mélange des livres de l'époque et des livres qui correspondent à des traductions anciennes. Et c'est ça qu'il faut vérifier quand vous regardez un livre de cette époque. Alors, vous allez, et ça c'est pour un petit clin d'œil pour nos amis lyonnais, Saint-Faury-Champier, c'est un des premiers, c'est un médecin lyonnais qui a publié un des premiers en français. L'importance des illustrations, et ça c'est quelqu'un, M. Joubert, en 1584, donc un petit peu après notre période, qui lui a repris le livre de Guy de Chauliac et qui a imaginé les instruments qu'il pouvait utiliser. Personne n'a les instruments de Guy de Chauliac. Et lui, en fonction des textes, il a décrit ce qu'il pensait être la pensée de M. de Chauliac concernant ces instruments. Et vous avez ici un petit vadémécum de poche, c'est en fait un petit livre de chirurgie que les chirurgiens de l'époque mettaient dans leur sac ou dans leur besace. Et vous avez, pour terminer cette période, les instruments de chirurgie d'Ambroise Paré, qui sont donc de la teste, c'est de la peste, et qui permettaient, selon la position des ganglions, de chauffer ces cautères et d'ouvrir ces abcès et de traiter cette infection. Alors maintenant, on va arriver à la synthèse. La synthèse, on l'a fait en 7 points. Premièrement, c'est cette amplitude chronologique qui était un petit peu difficile à maîtriser. Et il faut recentrer en considérant que la période importante
du développement de la médecine monastique, c'est entre 700 et 1200. Ça a été l'extension du savoir, les prouesses techniques de la maîtrise de l'eau et l'amélioration de la vie et du bien-être. Le deuxième élément, c'est la spécificité de cette prise en charge qui est matérielle, spirituelle et sanitaire, et puis ne pas oublier le rôle politique et social des monastères. Le savoir médical, c'est une transmission et une diffusion des connaissances avec une amélioration des textes et des théories de l'Antiquité. Et c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est ce rôle de vecteur, ce rôle de passeur de connaissances antiques grâce aux moines médecins et aux moines chirurgiens. Ce qui a permis d'améliorer cette médecine traditionnelle, de pérenniser les connaissances des manuscrits grâce aux copies et aux traductions, et puis l'effort qui a été fait dans la structuration des classifications concernant les plantes. Ils n'ont gardé que les plantes efficaces. Et puis en santé publique, eh bien dans cette porte des monastères, on avait une médecine raisonnée, une médecine de proximité qui permettait de soigner comme un service de porte dans la porte de l'abbaye. Et le septième point, ça sera le dernier, c'est est-ce que cette évolution de la médecine monastique qu'on a vue était cohérente avec l'ensemble de l'évolution de la médecine dans l'ensemble de cette... Alors, c'est cohérent parce qu'on va trouver le passage du moine polyvalent au maître artisan chirurgien barbier, de la nécessité à cette période de séparation entre le chirurgien, le médecin et l'apothicaire, et le développement de la scolastique et des établissements hospitaliers. Et puis tout ça, ce Moyen-Âge qui n'est pas du tout obscur, va permettre de passer ces connaissances pour les chirurgiens de la Renaissance avec Ambroise.